Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans notre journal régional édition de la mi-journée. Nous sommes le dimanche 21 février. Merci de votre fidélité. Parlons d'abord de la saison touristique. Elle est actuellement exceptionnelle pour les hôteliers guadeloupéens. Quasiment tous les établissements affichent complet, conséquence sans doute de la conjoncture internationale. Mais c'est un succès qui laisse pourtant certains professionnels quelque peu perplexes. Nos visiteurs actuels auraient de faibles pouvoirs d'achat et ils sont qui plus est demandeurs de services qu'ils ne rencontrent pas en Guadeloupe. Explication Muriel Barlagne. Cette petite structure hôtelière est installée à Gosier depuis 37 ans. Elle propose 5 chambres, 11 studios et un appartement. Sa clientèle vient habituellement des îles voisines, Martinique, Dominique, Les Saintes, La Désirade ou encore Marie-Galante. L'hôtel ne figure pas sur les sites de réservation en ligne. Pourtant, depuis décembre 2015, des vacanciers venus d'Europe et des États-Unis affluent. L'hôtel est pratiquement tout le temps complet. Ce qui semble être une bonne nouvelle ne réjouit pas forcément Ferdinand Tripoli, le responsable de l'établissement. Et nous nous retrouvons avec un afflux d'une clientèle que nous avons du mal à traiter parce que tout simplement, cette clientèle qui arrive est une clientèle qui est plus pauvre que les Guadeloupéens qui les reçoivent. En conséquence, nous pouvons nous féliciter de ce que ça nous a apporté comme argent frais, mais nous aurions surtout à craindre le retour de bâton, c'est-à-dire ce qui se passera dans les futures années estivales, puisque la Guadeloupe n'a pas été préparée à recevoir cet afflux de clientèle et que d'autres pays, d'autres îles de la région, en particulier Cuba, s'ouvrent au monde et est déjà préparé. Fidel Castro, quoi qu'on puisse en dire, a préparé totalement son pays à l'ouverture au monde après Fidel Castro. Et nous aurons à compter avec l'Amérique toute proche, c'est-à-dire donc Cuba, Santo Domingo, etc. Cet hôtel a dû faire appel à 2 personnes supplémentaires pour faire face à la surcharge de travail entraînée par l'affluence de clients. Mais son responsable ne se sent pas armé pour faire face à une telle situation. Nous n'avons ni les moyens professionnels, ni les moyens financiers de recevoir ce genre de monde. Donc nous avons dû faire comme tout le monde, embaucher en catastrophe, faire des nuits impossibles avec un personnel qui n'est pas qualifié, et qui n'a que ses dents pour sourire et son humeur pour pouvoir faire face à ce genre de situation. C'est vrai que nous sommes complet, c'est vrai que nous travaillons tous très bien, mais c'est vrai aussi que nous ne répondons pas du tout à l'attente de cet afflux de clientèle parce que nous n'y sommes pas préparés, que nous n'avons pas non plus reçu ni les moyens de le faire. Voilà, c'est tout. Selon Ferdinand Tripoli, le succès actuel de la Guadeloupe auprès des touristes serait dû au contexte actuel qui rendrait les autres destinations moins sécurisantes. Mais peu préparés à cette situation, nous serions victimes de notre succès. Et puis nous l'évoquions également au cours de nos précédentes éditions, la centrale géothermique de Bouillante passera bientôt aux mains d'un groupe américain, Ormat Technologies, c'est son nom. C'est tout simplement le leader mondial de ce secteur. La mairie de Bouillante, bien sûr, se réjouit de l'arrivée de ces Américains, mais en profite pour ressortir une vieille revendication sur le versement d'une redevance à la commune. Jacques Damprobe, pardon. En mairie de Bouillante, le premier magistrat de la commune et l'élu délégué à l'environnement évoquent la centrale géothermique de Bouillante. Il se félicite des perspectives d'avenir offertes par l'annonce du rachat en cours par l'américain Ormat Technologies. Faut-il y voir une aubaine pour la commune de la Côte-sous-le-Vent? En tout premier lieu, ça va faire parler de Bouillante, puisque effectivement, que ce soit aux États-Unis, maintenant Bouillante est connue, au niveau national, et puis toute la Caraïbe, on parle de Bouillante. La deuxième chose, c'est que je pense que ça va permettre de donner un vrai coup d'accélérateur pour le développement de la géothermie, une énergie pour laquelle je me bats depuis de nombreuses années. Et puis j'espère que ce développement-là va permettre de préserver l'emploi local, de permettre la création de nouveaux emplois et puis surtout de permettre à la ville d'obtenir la redevance qu'elle réclame depuis plus de 20 ans. Le fait que depuis plus de 60 ans, la géothermie est exploitée à Bouillante, nous n'avons que les retombées négatives. Allez interroger les populations qui vivent autour depuis plus de 60 ans, mais ces gens-là vivent au quotidien le bruit, les vibrations, parfois des odeurs nauséabondes.
les retombées de pluie acide, etc., etc. Et je rappelle que par ailleurs, sur d'autres endroits, sur d'autres champs de compétences, d'autres domaines, quand il y a une exploitation industrielle, il y a des retombées, une redevance qui est reversée à la commune. Et ce n'est pas le cas pour Bouillante parce que tout simplement, c'est une énergie, c'est une industrie qui est la première en France. Et donc, effectivement, on a été oublié et nous, on se bat pour que cet oubli soit réparé. Un manque à gagner chiffré à 1,5 million par an par le maire, une manne non négligeable pour une commune comme Bouillante. La centrale géothermique se rattrape quelque peu par des embauches locales parmi les 17 salariés qui relèvent du statut des industries électriques et gazières. Nous avons effectivement une partie, 50% de l'effectif qui doit être en dessous de 30-35 ans. Nous avons donc des plus anciens. Plus que le fait d'avoir des jeunes ou des moins jeunes, c'est en fait cette mixité entre jeunes et plus anciens qui me paraît important pour l'expérience, transfert d'expérience. Et c'est vrai que nous sollicitons également, nous sommes sollicités régulièrement par des jeunes pour des formations en alternance. Loïc Latouche fait partie des jeunes qui ont intégré l'usine. Il en est à sa 3e année. Le jeune homme occupe le poste de chef de car et a bien l'intention de gravir les échelons dans l'entreprise. Ma fonction première, c'est d'assurer la sécurité des personnes et du matériel. Il fait le bon fonctionnement de l'unité B1, l'unité B2, faire des rondes mensuelles. Sous ma responsabilité, j'ai aussi le chef de bloc qui s'occupe de vérifier les paramètres de la machine. On fait aussi tout ce qui est ronde journalier et faire les différents rapports d'incidents qui se passent sur le site. Dans mon cursus scolaire, c'est vraiment un aboutissement pour moi d'arriver à une telle fonction. On est une écoute très jeune et on apprend beaucoup dans la géothermie de nos jours. On peut monter en grade, qui a différents postes, que ce soit à partir peut-être de la maintenance, pour arriver à des responsabilités dans l'encadrement. Les énergies renouvelables représentent moins de 20% du mix énergétique de l'archipel. L'objectif est d'atteindre l'autonomie électrique en 2050. Ce 21 février est la journée internationale des langues maternelles. Une journée bien sûr décrétée, proclamée par l'UNESCO. Depuis hier, ou plutôt hier, la médiathèque Caraïbe, l'AMECA comme on l'appelle, a organisé une conférence débat, plus de réflexion même dirons-nous, sur les langues maternelles en terre caribéenne, où des pays, comme la Guadeloupe bien sûr, voient 2 langues et même plus se côtoyer. Reportage. Le 21 février a été proclamée Journée internationale de la langue maternelle par l'UNESCO. Pour cette 16e édition, la médiathèque Caraïbe a organisé une table ronde au Fort Fleur d'Épée avec des intervenants de la Caraïbe. Les situations sont très diversifiées dans la région. Grégory Rabès, créoliste et conseiller à la culture au gouvernement de la Dominique, est venu parler du cas de l'île voisine où, selon lui, plusieurs langues maternelles se côtoient. En Dominique, il y a une spécificité. Normalement, langue créole, nous avons parlé en Guadeloupe, Martinique, Dominique, ça c'est langue maman, de forme culturelle, historique, position créole, historiquement la Dominique. Mais il y a des communes en Dominique, là, il y a une tradition anglaise, c'est mon aïe qui sorti d'Antigua, Montserrat, c'est ils viennent en Dominique et puis en créole anglais. Alors, le cas qui est anglais, ça la cocoy. Ça c'est un créole anglais. So, il y a parlé ça, c'est comme ça. Mais il y a l'autre, on peut dire anglais entre guillemets, ça y est qui est anglais dominicain. Et anglais là, c'est anglais typique à pays, tous ces gens qui parlent ça. Et puis l'anglais là, il influencé par créole français, mais c'est dire qu'ils sont anglais quoi. Mais il y a des mots en créole dans ça qui est anglais dominicain. En Haïti, la situation est encore différente. Le créole, en Haïti, est la langue des 100% des Haïtiens. Évidemment, il y a un petit groupe de parents de la classe dite moyenne ou même bourgeoise, peut-on reconnaître, qui pensent que le français, c'est la langue maternelle de leurs enfants. Évidemment, ces enfants-là sont en contact avec le français à un certain âge, je pourrais dire dès leur tendre enfance. Mais quand on considère la pratique ambiante des langues en Haïti, on peut dire que le créole haïtien, c'est la langue maternelle de tous les Haïtiens. Alain Dorville, docteur en sciences de l'éducation et psychologue scolaire guadeloupéen, préfère parler de langage de l'environnement familial, celui sur lequel l'école devrait s'appuyer pour enseigner le français standard.
on peut dire que l'école a toujours eu une attitude de mépris face à ce qui n'est pas standardisé, face à ce qui n'a pas un statut de correction, en tout cas n'a pas une référence. Or, précisément, la langue dont je parle, la fameuse langue maternelle entre guillemets dont je parle pour les enfants, celle qui est dans le cerveau des enfants, eh bien, elle n'a pas tous ces éléments-là. Ce qui fait qu'elle a tendance à être mise de côté, à être dévalorisée, ou en tout cas, dans le meilleur des cas, à être simplement tolérée. C'est-à-dire qu'on va accepter que l'enfant parle cette langue-là et on va tourner vite la page pour aborder le français standard. Or, tout le problème de l'apprentissage, c'est précisément d'ancrer tout apprentissage standard nouveau à partir de ce qui est déjà là. On parle de langue maternelle pour désigner la première langue apprise par un enfant. Lorsqu'elle ne respecte aucune règle officielle, peut-elle encore être appelée langue maternelle? C'est l'une des questions complexes dont on a essayé de faire le tour aujourd'hui. Le point sur l'épidémie de Zika, d'abord chez nous en Guadeloupe, bien sûr. Le phénomène semble pour leur contenu. Au 17 février, 25 cas avaient été confirmés, 25 cas biologiquement confirmés, recensés, donc, dont 2 femmes enceintes et une forme neurologique, une myélite. Le nombre de cas en Guyane s'élevait à 99. Quant à la Martinique, eh bien, on ne prend plus la peine de recenser puisque le pays est en phase épidémique de niveau 3. Dans notre grande région, c'est bien l'explosion annoncée il y a quelques semaines par l'OMS. En Colombie, on compte 37 000 cas de contamination, rien que 5 000 cas de plus au cours de la semaine écoulée. La Colombie est le pays de notre région le plus touché, après bien sûr le Brésil. Une semaine après son élection comme président provisoire de la République d'Haïti, Jocelyn Privert a annoncé qu'il respectera bien les 120 jours qui lui sont impartis jusqu'à l'élection d'un président régulier, si on ose dire. En attendant, eh bien, il n'a pas encore réussi à choisir un premier ministre, lequel sera chargé de former un gouvernement de consensus. M. Privert consulte toutes les forces politiques haïtiennes. Il a révélé que 7 noms lui avaient été proposés pour occuper ce fauteuil de Premier ministre, dont 2 personnalités très connues en Haïti et même au-delà, Mme Myrlande Maniga, ex-candidate à la présidentielle, et M. Edgar Leblanc, fils. Son père également était connu. On en vient à l'actualité dans le reste de la Caraïbe et notamment avec ce référendum aujourd'hui en Bolivie pour autoriser peut-être Evo Morales à briguer un 4e mandat. Plus de 6 millions de Boliviens sont convoqués dimanche à un référendum permettant ou pas à leur président de se présenter pour un 4e mandat. Déjà en 2009, après 2 mandats de 5 ans à la tête de l'État bolivien, Evo Morales avait fait adopter une nouvelle constitution lui permettant de rempiler pour 5 ans supplémentaires. Dimanche, c'est une autre rallonge que Morales demande à ses compatriotes. Son parti, le MAS, Mouvement vers le socialisme, jure que le président n'ira pas au-delà, mais l'opposition dénonce une dérive monarchique vers un mandat à vie. En campagne pour obtenir un 4e mandat, le président Morales est confronté à un scandale sexuel et à une vague de violence politique. Des centaines d'étudiants et d'Indiens venus des hauts plateaux ont dénoncé Evo le corrompu, le traître et même l'assassin. Car à l'instant où se déroulait ce meeting, un incendie déclenché dans une mairie par des partisans du MAS, le parti au pouvoir, faisait 6 morts. Si le non l'emporte dimanche, Morales passera la main en janvier 2020, après 15 ans de mandat qui auront profondément changé le visage de la Bolivie. Si le oui triomphe, Evo Morales pourra se représenter en 2019 et régner jusqu'en 2025. De retour du Mexique, le pape s'est confié aux journalistes qui l'accompagnaient dans l'avion. Pour la première fois, un pape a entrouvert la porte à l'usage de la contraception. Le pape François rappelle que l'avortement est un crime, mais que la contraception peut exceptionnellement être un moindre mal. Faisant bien la distinction entre avortement et contraception, il a ainsi rappelé que Paul VI, pape de 1963 à 1978, avait permis à des religieuses d'utiliser au Congo des contraceptifs parce qu'elles étaient violées par des militaires. De son côté, l'ONU a demandé début février aux pays touchés par le virus Zika d'autoriser l'accès des femmes à la contraception et à l'avortement.
Cette recommandation divise particulièrement les gouvernements latino-américains, partagés pour certains entre leur attachement à la doctrine catholique et leur volonté d'endiguer un problème de santé publique majeur. Après avoir annulé sa performance sur la scène des Grammy Awards la semaine dernière, puis retardé le début de sa tournée, la chanteuse barbadienne annule ses concerts. Déjà jeudi dernier, Rihanna avait annoncé sur son site internet qu'elle avait décidé de repousser le lancement de sa tournée mondiale, qu'elle devait entamer la semaine prochaine. Finalement, elle devrait débuter le 12 mars. D'après le magazine People, la raison de ce report est liée à des problèmes en production. Une raison qui ne semble pas soulager les fans, qui ne peuvent s'empêcher de s'inquiéter de l'état de santé de leur idole. En effet, selon le site TMZ, Rihanna était en fait hystérique le jour des répétitions pour les Grammy Awards et aurait piqué une énorme crise avant d'annuler sa prestation à la dernière minute. Certaines personnes affirment qu'elle a annulé sa performance à cause d'une grosse bronchite. Beaucoup n'y croient pas car Rihanna chantait à la perfection 2 nuits avant les Grammy au gala caritatif organisé par Lionel Richie. Rihanna serait-elle au bord du burn-out ? Espérons que la jolie barbadienne retrouvera les ressources nécessaires pour mener à bien sa tournée. Retour chez nous avec l'actualité sportive et cette compétition de taekwondo, bien, c'est entre la Guadeloupe et la Martinique, car les deux ligues de nos deux pays préparent des rendez-vous internationaux, dont notamment une compétition en Alsace en mars prochain. Anne-Elisabeth Artsen. Rencontre ce dimanche entre la Martinique et la Guadeloupe pour taquiner le tatami en vue des futures échéances internationales. Le taekwondo martiniquais, on va dire qu'il devient bien pérenne, oui. Il a une bonne croissance en matière de niveau. Et nous verrons en fait, justement sur où l'entraînement nous mène sur le championnat du monde pour juniors en novembre, fin de cette année. Voilà. Donc normalement, on aura du bon encore cette année. C'est justement pour la préparation de l'Open d'Alsace que nous préparons pour la fin du mois de mars. Et nous avons tenu à travailler avec la Martinique, le club de Sainte-Anne, avec qui nous avons de très bons échanges. Nous travaillons souvent avec eux et pour justement préparer nos élèves et aussi préparer les jeunes de la Martinique aussi. Le taekwondo en Guadeloupe se porte très bien. Nous espérons qu'il y aura un plus grand développement au niveau du taekwondo et que nous arrivons plus loin. Ayanja est ceinture rouge cadette après 9 ans de pratique. Cette compétition interile est un bon entraînement pour sa future participation au championnat d'Alsace où elle souhaite se classer sur la plus haute marche du podium. J'ai commencé le taekwondo déjà pour apprendre à me battre et après j'ai continué pour le plaisir. Je m'entraîne tous les jours pour pouvoir m'améliorer, pour faire plus de choses possibles, pour pouvoir atteindre un jour les Jeux Olympiques. Donc j'avais déjà commencé par cette compétition et essayé d'au moins arriver sur le podium. Avec 350 licenciés en Martinique et environ 500 en Guadeloupe, le taekwondo antillais se porte bien. 4 compétiteurs martiniquais ont même participé à une tournée américaine, notamment pour l'US Open et 2 autres compétiteurs à l'Open du Canada. 3 médailles de bronze et une médaille d'argent. C'est le palmarès ramené du continent américain. En bref, je vous livre les principaux résultats de la 16e journée du championnat de division d'honneur de football qui s'est déroulé notamment hier avec l'USBM qui a été contraint au nul par l'Arsenal 0 but partout. La large victoire du club sportif moulien à Basse-Terre en déplacement face à la Gauloise 4 buts à 2. L'USR difficilement s'est défait du Restart 1-0 et conserve du même coup sa place de leader au championnat. La Juventus a battu la Solidarité scolaire 2 buts à 1. Décidément, les clubs .3 ne vont pas bien. Et le CA Marquisa, hier soir, s'est défait de l'AOG 2-0. Le CA Marquisa qui devrait remonter dans le classement. Vous l'avez vu il y a un instant, cette compétition de taekwondo entre la Guadeloupe et la Martinique se déroulait dans une école à Pointe-à-Pitre. Eh bien, peut-être que d'ici peu, elle aura lieu dans ce nouveau complexe qui se construit en ce moment dans le prolongement du hall Paul Chanchon à Pointe-à-Pitre. C'est un centre d'animation culturelle et d'éducation dédié aux associations sportives, à des compétitions également. Hier, la municipalité de Pointe-à-Pitre a choisi d'inviter toutes les associations sportives de Pointe-à-Pitre à le visiter afin
notamment d'évaluer ses besoins et ses modalités d'utilisation. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Les associations sportives de Pointe-à-Pitre ont visité ce samedi matin leurs futures infrastructures. En effet, le centre d'animation culturelle et d'éducation de Bergevin sera très bientôt opérationnel. Aujourd'hui, nous sommes sur une étape supplémentaire avant la mise à disposition de ces espaces sportifs du CACEP, c'est-à-dire la deuxième partie du hall Paul Chanchon, pour de nouvelles disciplines, et nous réunissons l'ensemble des acteurs du monde sportif pointois de façon à ce que nous voyons avant la toute fin des travaux les salles qui sont mises à disposition, les espaces, et de façon à ce que nous puissions amorcer en concertation avec les associations le mode de fonctionner, les cohabitations qui vont se faire, les perspectives qui s'ouvrent au club en termes d'entraînement, en termes de compétition et en termes de développement de leur discipline. Donc c'est une belle étape, une nouvelle avancée avant l'inauguration de ce très bel espace sportif. Ce bâtiment multi-activités, teinté d'histoire du sport guadeloupéen, a été conçu dans le respect de son passé sportif. Alors, en tant qu'architecte, c'est un projet qui est très, très important pour nous, justement parce que c'est un lieu qui a un point d'histoire et qui a marqué le sport guadeloupéen. Et notre volonté est d'offrir aux nouvelles générations un équipement qui peut, pareil, rebondir sur des nouvelles heures de gloire du sport guadeloupéen, puisque ici, on a quand même connu pas mal des grands sportifs qui sont devenus champions du monde, à la fois en escrime, en karaté et dans d'autres sports. Donc nous, on a voulu marquer par l'architecture ces hauts faits d'armes dans le sport guadeloupéen. Le CACEB comportera donc diverses disciplines, telles que les sports de combat, l'escrime et la danse. Le concept est de réunir en un même lieu des salles d'entraînement et d'avoir des compétitions dans le hall Paul Chanchon, qui devient alors un équipement polyvalent. Avant de nous séparer le temps qu'il fera cet après-midi sur notre archipel, il y aura du soleil sur toute la Grande Terre et sur les îles, tout juste quelques petits nuages, un peu de pluie peut-être à l'extrême nord et à la pointe de la Vigie, quelques nuages également sur la Basse-Terre avec de petites averses sur les sommets évidemment, Mamelles et la Soufrière. Les températures seront comprises entre 27 et 29 degrés. Dans un instant, notre rubrique Innovation, concoctée par Karine Gelman, le journal de TF1, suivi des magazines Reportages et Grands Reportages, et également d'une rediffusion de notre émission Télescopie. Je vous retrouve ce soir 19h pour notre second rendez-vous avec l'actualité régionale. Excellent après-midi sur Alizé.